Dans un premier temps, Monsieur le Ministre, je vais vous dire, moi je suis un policier de base, je n'ai pas de mandat syndical, donc je suis dans l'obligation de vous demander l'autorisation de pouvoir m'exprimer. Évidemment. Sans avoir de sanctions derrière. Promis. Je vous remercie. Ouais, mais ça, c'est vrai qu'on vérifiera, parce que c'est... Mon directeur vous remercie. Oh, voilà. Monsieur le Ministre, vous avez des policiers qui adorent leur métier. On est là pour protéger la population. Tous les jours, on est confronté à des choses dramatiques. On est confronté à des situations difficiles, délicates, qui nous obligent effectivement à prendre des décisions, à faire des choses. Et aujourd'hui, en fait, Monsieur le Ministre, votre police, elle n'en peut plus, elle craque. Votre police n'est... Je suis très, très émue. J'ai mes collègues qui travaillent ce soir, je les embrasse, qui fassent attention à eux. Votre police, elle craque. Votre police, elle n'en peut plus. Parce qu'on est détesté. Bon, ça, on a l'habitude. On nous insulte. Ça, à la limite, on a l'habitude. On nous tue. Et moi, je suis mère de famille, comme beaucoup de mes collègues. J'ai pas envie de crever. Très clairement. Moi, des refus d'obtempérer, monsieur, j'en ai fait plusieurs avec mes collègues. Pourquoi les gens ne s'arrêtent pas? C'est dramatique pour votre fils, je ne connais pas la situation. Il était arrêté. Encore une fois, je vous dis, voilà, encore une fois, je vous dis. Mais il s'est fait tuer à bout portant. Monsieur, je ne connais pas le dossier, donc je ne me permettrai pas de juger. Mais je vous dis que moi, personnellement, j'ai fait des refus d'obtempérer. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été victime également d'un monsieur multirécidiviste, qu'on appelle par son prénom maintenant, qui m'a mordu, voilà, parce qu'il avait envie de me mordre. Au bout d'un moment, Monsieur le Ministre, qu'est-ce qu'on va faire? La justice nous laisse tomber, sauf pour nous sanctionner, parce que là, on est bien d'accord que on est sanctionné, monsieur, sachez-le. On est sanctionné beaucoup plus que vous. Vous le seriez pour les mêmes faits. La justice... Je peux pas laisser dire ça, madame, parce que moi, si je mens devant un policier, je suis déféré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pouvez confirmer le fait qu'un policier qui ment devant l'IGPN n'a aucune sanction administrative? C'est totalement faux, monsieur. Pourquoi je ne peux pas porter plainte contre lui? C'est totalement faux. Pourquoi je ne peux pas porter plainte contre lui? Encore une fois, je ne me permettrai pas de parler de votre dossier, monsieur, parce que je ne le connais pas. Donc je ne me permettrai pas de parler de votre dossier, je ne le connais pas. On comprend la colère et les mois d'Issam, mais juste je pense que quand Vanessa parlait de sanctions, elle parlait de sanctions, sanctions pénales. Pénalement, voilà. Et c'est de ça que vous voulez parler. Monsieur, vous n'imaginez pas à quel point. Alors, vous allez être contrôlé en état d'ébriété sur la voie publique, vous allez avoir une sanction. Moi, je vais être contrôlé, je vais avoir le double de la sanction, plus une sanction administrative. Si, monsieur, demandez à notre ministre. Voilà. Non, ce qui est vrai, c'est que les policiers sont les fonctionnaires non seulement les plus contrôlés, mais qui connaissent le plus de sanctions de tous les fonctionnaires. Moi, je peux dire par exemple à madame que si elle devait conduire en état d'ébriété et qu'elle devait faire une tentative d'homicide sous le coup d'ébriété, elle ne serait plus policière. Je la suspendrais évidemment. Les policiers, on en parlera peut-être tout à l'heure sur la violence conjugale. Désormais, les policiers et les gendarmes qui sont convaincus de violences conjugales de façon définitive et qu'on condamne à la prison avec sursis ou prison ferme ne sont plus policiers et gendarmes. Nous les excluons. Voilà. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je pense, madame, en revanche, excusez-moi, et vous avez tout à fait raison sur la colère de la police, on va revenir à votre question, mais que c'est normal par ailleurs. C'est-à-dire que je trouve normal que parce qu'on est policier, qu'on a une arme, qu'on représente l'autorité, quand on fait des choses qu'on reproche aux autres, c'est assez logique qu'on puisse vous sanctionner. Ah oui, tout à fait. Non, mais, moi, je ne suis pas contre la sanction. Elle l'entend tout à fait juste. Mais on le dit, mais vous avez raison de le dire. Moi, je vais vous dire quelque chose. Chez nous, il y a des pourris. Il y a des pourris comme partout. Il y a des pourris, comme dans toutes les professions. Exactement. En télé, il y en a beaucoup. Chez nous... En télé, il y en a beaucoup. Donc des pourris, chez nous, il y en a partout. Alors voilà, en politique, absolument pas. Ouais. Là, je réponds pas à ça. Pardon, excusez-moi. D'accord, non, là, je réponds pas. Bon, non. C'est pour détendre un peu Vanessa, en plus. Oui, parce que en fait, on n'en peut plus. Moi, j'ai des millions d'exemples à vous raconter. Alors, je ne suis pas là pour taper sur la justice, que les choses soient très claires. Je sais que la justice manque de moyens. Je suis officier de police judiciaire.
Un jour, j'étais de permanence et j'ai un collègue qui vient me voir et il me dit on a fait un outrage, rébellion, etc. Ah ouais, là, ça fait 10 fois qu'on l'interpelle, je veux déposer plainte. Je lui dis ok, d'accord, pas de souci. Je fais la procédure. J'appelle le magistrat pour lui rendre compte. Et là, le magistrat, vous savez ce qu'il me dit ? Mais dites-moi, j'espère que c'est pas monsieur Untel, parce que quand même, c'est souvent qu'il dépose plainte. Comment, monsieur, moi, en tant que fonctionnaire de police, je peux accepter ça ? Comment ? Tous les jours, on pourrait déposer plainte 10 fois par jour. Tous les jours. On ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que la procédure, c'est long, c'est compliqué, voilà. On ne le fait pas. Mais tous les jours, on pourrait le faire. Et la réponse, elle est où en ce qui nous concerne ? Elle est où la réponse pénale ? Par contre, j'ai des collègues qui, effectivement, au début du Covid, ont donné un coup de poing à un gars qui leur a craché dessus en disant « j'ai le Covid, tu vas crever », avec des jolis noms d'oiseaux. Mes collègues, ils sont passés au tribunal. Le mis en cause était en visio parce qu'il était incarcéré dans une autre prison. Il insultait mes collègues qui étaient à la barre et la présidente n'a rien dit. Il les traitait, excusez-moi monsieur le ministre, de fils de pute et la présidente n'a rien dit. Comment on peut laisser faire ça ? On est qui ? On n'est plus rien en fait. On n'est plus personne. Comment voulez-vous, messieurs, dames, comment voulez-vous qu'on vous protège si on ne nous protège pas à nous aussi ? Au bout d'un moment, monsieur le ministre, on va péter un plomb. Alors, Vanessa, vous avez résumé vraiment ce qu'énormément de gens pensent sur les réseaux sociaux. Je sais que M. Darmanin et M. le ministre essaient de protéger sa police le mieux possible, mais c'est vrai qu'on vous en parlait tout à l'heure, on le voit, et j'ai de nombreux témoignages comme celui de Vanessa, les policiers n'en peuvent plus. Avant que vous répondiez, Gérald Darmanin, j'aimerais juste qu'on entende juste aussi Perrine, qui est dans le public, parce qu'elle est femme d'un policier de la BAC, et elle aussi, elle n'en peut plus. Elle est menacée de mort régulièrement, car femme de flic, elle est là, Perrine. Juste, sans poser même de questions, juste raconter votre quotidien à monsieur le ministre, parce que c'est vraiment... Là, on a pris 2 personnes qui représentent ce qui se passe actuellement, une femme d'un policier et Vanessa qui représente, et la parole de Vanessa, elle est partagée par énormément de policiers qui doivent nous regarder ce soir. Oui. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir madame. Bonsoir à tous. Merci Cyril de nous donner la parole, parce qu'effectivement, moi je suis compagne de policier. J'ai mon compagnon qui part tous les soirs travailler, puisqu'il est fonctionnaire de police de nuit. Il fait face à une énorme délinquance, il fait face à effectivement des refus d'obtempérer, du trafic de stupéfiants, mais également à l'exhibition d'armes longues, à le fait d'intervenir régulièrement pour des faits de violence conjugale et essayer de faire au mieux son travail. Tous les soirs, c'est une angoisse. Tous les soirs, on se demande si l'être cher va rentrer. Tous les soirs, on s'inquiète, mais plus encore. Maintenant, on ne s'inquiète pas seulement pour nos hommes et nos femmes qui vous protègent, mais on s'inquiète également pour nos vies, pour notre sécurité. Alors moi, je vais effectivement vous parler de ce quotidien-là. Effectivement, je suis menacée de mort, personnellement. La présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère, Aurélie Laroussi, est menacée de mort. Sa fille est menacée de viol, voire même d'avoir ses yeux arrachés pour le simple fait qu'on est femme de flic, qu'on est enfant de flic. J'ai eu l'immense honneur d'avoir été reçue également par Marlène Schiappa, qui est là ce soir, qui est dans le public, hein, Marlène Schiappa. Effectivement, pendant cet entretien-là, on a pu évoquer différents éléments de notre quotidien. Ces éléments-là que malheureusement beaucoup méconnaissent. Et aujourd'hui, il y a une profonde angoisse et une profonde peur. C'est pas rien de se présenter en tant que femme de flic sur un plateau télé, à visage découvert, avec mon vrai nom, mon vrai prénom, pour vous parler de ce quotidien-là. Parce qu'aujourd'hui, si je suis présente, on parlait tout à l'heure de nos parents, hein. Ma mère, là, elle est en train de faire un ulcère présentement parce qu'elle a peur que je ne survive pas aux menaces qui nous sont données. Donc effectivement, je vous parle de ce quotidien-là, de ce quotidien qui est fort, qui est poignant, ce quotidien où, juste parce qu'on est parent de flic, femme de flic, enfant de flic, on est menacé. Alors nous, aujourd'hui, dans l'association, on a une revendication. Vous me direz après ce que vous en pensez.
c'est la reconnaissance d'une forme de discrimination. Aujourd'hui, si je suis menacée de mort, c'est pas parce que je m'appelle Perrine, c'est parce que je suis femme de flic. Si aujourd'hui on a des membres dans l'association qui se font refuser des logements de vacances pour aller voir leur enfant policier et qu'ils ont le malheur de l'évoquer, c'est parce qu'ils sont parents de flics. Si aujourd'hui on a des gamins dans des cours de récré qui se font harceler, frapper, qui génèrent désormais des phobies scolaires parce qu'ils sont enfants de flics, c'est parce que bien sûr ils sont enfants de flics. Alors ce quotidien-là, monsieur le ministre, je vais me permettre de vous le remettre parce qu'effectivement, avec la présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère, nous avons écrit un livre. Ce livre, il s'appelle Putaflic. Putaflic, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces menaces-là, ces insultes-là qu'on reçoit au quotidien. Donc je me permettrai de vous le remettre, si vous voulez bien. Vous pouvez le remettre tout de suite, ministre, si vous voulez, allez-y. Allez-y, merci. Merci, Perrine. Voilà. Merci à vous. Et je me permets qu'avec la lecture de ce livre, vous découvriez ce que c'est que ce quotidien de femme de flic. Que c'est ce qu'est ce quotidien d'avoir peur, d'avoir un parent flic. Pour vous donner une anecdote, il y a un policier qui a été tué récemment. Ce policier-là, il n'y avait pas eu d'hommage qui lui avait été rendu à Paris. Avec notre association, on a décidé de lui rendre hommage parce que lui aussi, il était père d'une petite fille. Parce que son épouse nous avait contactés également. On a décidé de lui rendre hommage. La préfecture de police avait bouclé tout Paris. Il fallait surtout pas qu'on rende hommage en période de Covid. Effectivement, couvre-feu obligé. Mais comme Christophe Castaner l'avait déjà évoqué, l'émotion peut dépasser la règle. Donc on a décidé de se rassembler. Et à ce moment-là, il y a eu un commissaire qui était présent, qui est venu nous parler un petit peu, nous avoir remerciés de cet événement-là. Et nous avoir dit, vous savez, ma fille, elle a 16 ans, elle vient à peine de découvrir que je suis flic. Il y a plus de 20 ans de bouteille. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour protéger nos familles et pour protéger nos jeunes ? Et que pensez-vous de cette reconnaissance d'une discrimination du fait de la profession ? Merci Perrine, merci à vous. Et on a entendu deux SOS. SOS de Vanessa, SOS de Perrine. Monsieur le ministre, je sais que ça vous fait mal d'entendre ça. Ça doit faire mal à tous les Français. Mais surtout à vous, parce que... Bon, à tous les Français, parce que madame, si vous me permettez, vous avez dit votre police. Je comprends pourquoi vous le faites dans le débat, mais c'est la police de la République, c'est la police de tout le monde. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, c'est un débat que j'ai parfois avec M. Mélenchon ou ses représentants, c'est que les gens qui choisissent la police nationale, les gardiens de la paix comme vous, pardon de le dire comme ça, mais c'est rarement les enfants des grands patrons, c'est les enfants du peuple, les enfants de fonctionnaires, d'employés, de commerçants. Les gamins de 19, 20, 30 ans, les gamins et les gamines, pardon de le dire comme ça, que je vois dans les écoles de police, c'est des jeunes. Quand on dit les jeunes, pas la police, mais il y a plein de jeunes qui vont dans la police et la gendarmerie. Donc d'abord, c'est notre police collective. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas des excès, qu'elle n'a pas des difficultés, mais c'est notre police. Elle nous protège toutes et tous. Et puis je pense que, sur vos deux témoignages, mesdames, plus que je ne peux le faire, puisque vous vivez par votre choix, par le choix de votre conjoint, ce métier, cette vocation, parce que par ailleurs vos maris, ils aiment sans doute leur métier aussi, et vous-même, vous êtes sans doute très passionné malgré tout encore par votre métier, ou en tout cas vous l'avez été. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite, si vous le souhaitez, vous grimez, mais non, mais tentons. Eh bien, je l'ai déjà fait, madame. Mais voilà. Je suis prêt à le refaire. D'accord. Et vous savez, ce matin, je vous invite et vous venez avec moi. Vous allez faire un flic incognito. Mais vous savez, c'est mon patron incognito. D'abord, je viendrai chez vous si vous le souhaitez, mais il faut tester un petit peu de temps parce que sinon les gens vont se douter pendant les quelques semaines qui viennent. Oui. Deuxièmement, moi je fais des visites de commissariat, de brigade de gendarmerie, vous le savez bien, ça se dit dans la police, sans prévenir personne, sans patron, sans préfet de police. Ce matin, je suis allé à Aubervilliers sans personne. J'ai été chercher le préfet de police, je lui ai dit tu es où, parce que je le tutoie. Il m'a dit chez mon bureau, je suis en bas de chez toi. Alors, il dit bon, pourquoi faire, j'y viens. J'ai juste dit à mon chauffeur où est-ce qu'on allait, au commissariat d'Aubervilliers, et personne n'était prévenu. Et je le fais la nuit, le jour, parce que j'essaie de comprendre en dehors de la hiérarchie, en dehors de ce qu'évidemment on cache parfois au ministre de l'Intérieur. Je ne suis pas totalement dupe. Mais je voudrais vous dire, madame, que beaucoup de gens aussi qui aiment leur métier. Donc il faut essayer de résoudre ce problème parce que, d'abord, les gens ne vous détestent pas. Je ne vous laisserai pas le dire. L'immense majorité des Français aiment leurs policiers. Il y a une minorité d'emmerdeurs qui n'aiment pas les policiers, mais quelque part, c'est un peu rassurant. Mais vous savez très bien que les gens ne vous détestent pas.
La deuxième des choses, c'est qu'on ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur les policiers. Donc ça, c'est mon travail aussi. Et je pense que je le fais. Voilà. Et je pense que j'essaye de, quoi qu'il arrive, défendre l'honneur des policiers et des policières. De davantage vous protéger. Alors, il y a beaucoup de questions qui touchent le garde des Sceaux. Il faut inviter Éric Dupond. C'est ça. Exactement. Mais je vais quand même répondre pour lui parce que... Vous avez raison, parce que ce qu'elle est en train de dire, Vanessa aussi, elle se fait insulter. Elle dit, c'est la justice en fait qu'elle incrimine encore plus que vous. C'est plus le garde des Sceaux. Non, mais le garde des Sceaux, on est dans la même équipe, il n'y a aucun problème. Oui. Mais je veux dire, on a fait aussi beaucoup de choses pour les policiers ces derniers mois. C'est peut-être pas assez connu. Par exemple, madame, quand on tue un policier désormais, c'est 30 ans incompressible. Ce n'était pas le cas il y a encore un an. Aujourd'hui, madame, quand un policier est agressé et quelqu'un est condamné, quelle que soit sa condamnation, il n'y a plus de remise de peine pour la personne. Avant, il y avait une remise de peine automatique, c'est-à-dire qu'il était condamné à une peine, et puis en fait, par l'automaticité, il ne faisait pas les 3 ans de prison qu'on lui faisait. Ça, c'est le garde des Sceaux qui l'a porté très courageusement. Il y a désormais une circonstance aggravante, et il y a des parquets, entre guillemets, spécialisés, une injonction spécialisée quand on s'en prend à une personne dépositaire de l'autorité publique comme vous, un policier, un gendarme ou un élu. Et je veux dire, madame, que moi, je suis prêt à étudier votre proposition. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup touché, vous savez, c'est que j'ai visité un commissariat sans le dire à personne. Je me rappelle très bien où c'était. C'était au Mans, dans la commune de Marlène Schiappa qui est là, que je salue, parce que pendant 2 ans, elle était ministre déléguée au Parlement très courageuse. C'était une émission autour d'elle, mais on a dû la remettre dans le public. Non, c'est pas vrai. Merci, elle est là, elle est venue vous soutenir. C'est une femme formidable, Marlène, qui aime les policiers, qui fait un travail formidable. Et moi, maintenant, elle est remplacée avec Sonia Baquès, qui est à côté, mais je regrette de ne pas avoir les deux, si j'ose dire, auprès de moi. Vraiment, Marlène a fait un travail formidable. Et ça ne m'étonne pas qu'elle vous ait reçu parce que voilà, elle a un cœur et une écoute. Mais au Mans, il y a un policier qui m'a dit je peux vous parler à côté. Donc je suis allé sur le côté. Il n'était pas syndicaliste. Il m'a dit moi, vous savez, monsieur le ministre, je ne mets pas sur le carnet de bord de mes enfants le métier que je fais. C'est autre chose. Oui. Et c'est ça qui me fait le plus mal. C'est pas les insultes, c'est pas la réponse pénale qui est pas au niveau, c'est pas la voiture qui marche pas bien. C'est le fait que mes enfants peuvent pas être fiers dans la cour d'école de ce que font les autres enfants. Bien sûr. Ça m'a profondément ému. Voilà. Et je comprends ce que vous dites parce que vos collègues ont été, je pense, à ce couple de policiers des Yvelines qui a été tué chez eux. Voilà. Donc je comprends tout à fait ce que vous dites. Et moi, si on peut travailler quelque chose ensemble, en ce moment on porte des textes de loi, donc ça peut aller assez vite, qui permet de lutter contre cette haine anti-flic. Vous avez parfaitement raison, je le ferai. Et parce que ce que disait aussi Vanessa, excusez-moi, et Perrine aussi, c'est contre aussi toutes les insultes au jour, de tous les jours, toutes les incivilités, toutes les vulgarités. C'est ça en fait qui la gêne le plus aussi. Il y a un point important. Pourrit la vie, c'est ça. Hein. En fait, on nous respecte pas. C'est ça. On nous respecte pas. Donc moi, on est une majorité. Quoi qu'en pensent les gens, on est une majorité à faire notre travail comme il faut. Il y a une immense majorité. Dans le respect de tout à chacun. Mais quand il y a eu le Covid, par exemple, qu'on contrôlait les gens et qu'un monsieur très bien, somme toute très bien, qui me dit « t'as qu'à te le foutre au cul, ton certificat », au bout d'un moment... Et c'est pas que des délinquants. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas que des délinquants qui ont ce genre de comportement. Vous savez, madame, ça peut être n'importe qui. C'est ça. C'est pas pour. Non, mais c'est pas pour excuser évidemment ces comportements, mais tous les maires de France pourraient vous dire la même chose. C'est que désormais, les concitoyens, quel que soit leur niveau social, respectent de moins en moins, on l'a dit pour d'autres choses plus violentes, l'autorité. Je veux dire à madame que tout à l'heure, elle a dit quelque chose de très important. Je trouve, moi, qui est de dire, voilà, on n'est pas toujours entendu. Je pense que pendant longtemps, les ministres de l'Intérieur ou la hiérarchie n'écoutaient pas assez la base. Et ce n'est pas démagogique que de le dire. Parce que le problème de la police nationale, si je peux me permettre, c'est qu'il y a des commissaires, il y a des officiers formidables qui font des choses la nuit, qui sont présents. Et puis, il y a aussi des gens qui ne vivent pas la même chose que les policiers de base. Vous savez, moi, la première chose que je fais quand je rentre dans un commissariat, sans prévenir personne, c'est que je demande où sont les vestiaires. Puis après, je demande où sont les douches. Et quand le commissaire de police ou l'officier ne sait pas où sont les vestiaires et les douches, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il ne doit pas prendre souvent sa douche et ses vestiaires avec ses collègues. Voyez. L'immense majorité des commissaires, ils connaissent leur boutique, ils sont près de leurs hommes. Et puis il y a des gens, voyez, qui sont peut-être pas assez auprès des hommes. Et parfois, dans les bêtises ou les erreurs que font un certain nombre de policiers, parce qu'ils sont aussi très jeunes, on les met aussi très jeunes dans l'hyperviolence. Faut aussi avouer ça, je dis à monsieur, là. C'est bien une chose qu'on peut changer. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, le système de la police, et je suis en train de le changer, c'est des gens pas assez formés peut-être. On passe maintenant de 12 mois, la formation avant c'était 8 mois. C'est aussi des gens, monsieur, qui n'ont pas des stands de tir
près de chez eux. Il y a des gens qui font 50-60 km pour s'essuyer au tir. Ça, c'est une responsabilité de l'État, pour répondre à ce que disait Matt tout à l'heure. C'est aussi, et je pense que c'est un point extrêmement important, des gens qui avaient jusqu'à présent pas énormément de matériel. Moi, j'ai changé les 2/3 de votre parc automobile. Je me rappelle des nuits que je passais avec la BAC à Tourcoing, ils avaient les barres de fer qui rentraient dans leur dos. Bon, donc c'est des petites choses de changer parc automobile, mais je pense au moins. Le problème, c'est qu'elles vont pas très très vite quand même pour les refus d'obtempérer. Oui, bon, Darmanin. c'est pour ça qu'on a acheté des Alpines pour les grands refus d'obtempérer, mais je peux pas acheter les voitures de course pour tout le monde parce que vraiment les impôts des gens. C'est ça pour les saisies. Donc, mais je veux dire à monsieur que ce que nous faisons aussi, parce que le policier qui a tiré, vous voyez, monsieur, pour lui aussi, j'imagine, je le connais pas. C'est un drame d'avoir tué un homme, malgré tout. Et je juste termine, monsieur, après je vous laisserai évidemment répondre. Mais quand on prend des policiers de 18, 19, 20 ans, qu'on les sort parfois de leur campagne, et qu'on les plonge à Paris, puisque j'ai compris que vous étiez à la préfecture de police de Paris, en tout cas pour madame, si j'ai bien compris. Bon, enfin pour son monsieur. Non, moi je suis un commissariat de province, dans une petite ville. Mais quand on les plonge à Paris, par exemple, qui est un Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, on les oblige à aller, quand ils ont 18, 19, 20 ans, pendant 8 ans, 9 ans à Paris. Donc on les prend de leur campagne, si j'ose dire, et on les met dans l'hyperviolence. À 19-20 ans, quand on n'est pas toujours construit, quand on a sa conjointe ou son conjoint qui n'a pas poursuivi, parfois on a des enfants. Et je pense que ce n'est pas un bon modèle aussi pour nous. On ne rend pas service à ces policiers. Dans l'affaire Zecler, par exemple. Alors on va rappeler pour les téléspectateurs, l'affaire Zecler, c'est ce producteur de musique qui est rentré dans son studio de musique, qui nous avait raconté qu'il avait été frappé sans raison par 3 policiers et qui avait tenté de rentrer dans son studio de musique. C'est ça. Il y a 2 choses extrêmement choquantes. Il y a ce qui s'est passé pour M. Zecler, bien évidemment. Mais il y a aussi le fait, moi j'ai regardé, quand vous dites qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ça, j'ai regardé les images. Les images, il y avait une quinzaine de policiers dans cette rue, dans le 17e arrondissement, à 19h. Il n'était pas si tard que ça. Et quand j'ai demandé, est-ce qu'il y avait un officier avec eux, il n'y avait pas d'officier avec eux. Et là, il y a un problème de l'état d'organisation. Ça, c'est mon problème. C'est qu'on ne peut pas envoyer 15 policiers dans un endroit quand il y a des appels et pas avoir un chef. Donc, moi, je veux dire aussi que... Mais monsieur Darmanin, les gens vont vous répondre, oui, mais c'est mon travail. Oui, mais bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. Mais c'est mon travail tous les jours, vous savez. Tous les jours, il faut remettre à l'ouvrage. Il y a 250 000 policiers et gendarmes. C'est pas facile à organiser. Donc, je dis pas que... Je trouve pas d'excuses. C'est mon boulot. Mon boulot, c'est que vous deux, si vous me permettez cette expression, vous puissiez vous parler, puisque vous, madame, vous avez perdu votre fils, bon, quel que soit ce que dira l'enquête judiciaire, il n'y a pas de mots, monsieur. Et vous, madame, vous me dites ce qui me touche beaucoup également, c'est que vous n'en pouvez plus, enfin, mesdames, de votre métier, le métier de votre mari. Et le travail du ministre de l'Intérieur, c'est de vous donner le meilleur matériel, les meilleurs moyens, le meilleur cadre légal, la meilleure défense morale aussi, la meilleure formation, pour que jamais... Madame, vous puissiez continuer à dire quelque chose comme ça. Et tant que vous le dites, c'est qu'on n'a pas été extrêmement bon. Voilà.